Lors d'une récente interview, le professeur Raoult a parlé d'une étude publiée le 6 décembre dernier dans Nature par une équipe de Cambridge qui démontre que le vaccin Pfizer introduit un décalage de phase dans la traduction de l'ARNM. Tout à fait, c'est une étude de Cambridge qui a été publiée dans la prestigieuse revue Nature le 6 décembre 2023. Moi, personnellement, j'en ai eu vent quand j'ai écouté les présentations du dernier livre de Madame directeur de recherche, Madame Orion Claude, qui disait que dans cette étude mettait en perspective le fait qu'ils ont fait une transcription in vitro de l'ARNM, de la séquence du vaccin Pfizer, qui code pour la protéine Spike. Et derrière, ils ont fait une synthèse, une traduction, donc une synthèse peptidique à partir de cet ARNM in vitro. Et ce qu'il montre, c'est qu'il y a des problèmes de décalage de phase et de production de peptides aberrants suite à la traduction ribosomale de ce vaccin Pfizer. Et cela est dû à sa conception. Ça veut dire que la grande nouveauté de ce vaccin Pfizer, entre autres, parce qu'il y en a plusieurs, c'est qu'on a introduit, en fait c'est un ARNM chimérique où on a introduit un nucléotide synthétique, d'accord, qui n'existe pas dans le vivant. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ARNM a une durée de vie très courte, tout simplement parce que c'est le messager. Donc évidemment, il a une durée la durée de vie de cet ARNM est très importante pour qu'il puisse délivrer son message. C'est très très simple. Donc sa durée de vie est conditionnée à son taux d'expression, ou son taux d'expression est conditionné à cette durée de vie. C'est pour cela qu'il a une durée de vie très courte. Or, ça, pour la vaccination, la durée de vie très courte de l'ARNM est un frein. Donc en modifiant justement la base nucléoside uracine en 1-méthylpseudouridine, ça veut dire qu'on a changé la base azotée et on a inventé un nouveau nucléotide qui s'appelle le nucléotide Psi. Et ce nucléotide a la particularité, quand on fabrique un ARNM in vitro avec ce nucléoside Psi, d'accord, eh ben, il a la capacité d'échapper au système immunitaire, donc de perdurer beaucoup plus longtemps et d'avoir une capacité de traduction, d'augmenter la traduction des protéines par le ribosome. Le problème, c'est que cette étude vient de démontrer, in vitro, ex vivo et in vivo, que le fait d'avoir introduit cette pseudouridine, donc ce nucléotide Psi, modifie la conformation de la protéine, Spike, une fois qu'elle est traduite, et que cette conformation donne ce qu'on appelle des slippery séquences, des séquences glissantes. Voilà, slippery sequence. C'est comme des ponts qui se créent, qui sont créés et qui sont contigus à la synthèse à l'adjonction de ces nucléotides Psi, d'accord. Et ces slippery séquences font que quand le ribosome arrive, eh ben, il saute dessus, il décale de phase, il se décale d'un nucléotide. Or, la traduction, elle se lit 3 par 3, c'est par codon. Si on décale un certain moment la phase de lecture, la protéine qui va être synthétisée par la suite n'a plus aucun rapport avec la protéine initiale contre laquelle on veut le produire pour vacciner. Et concrètement, ça veut dire que les protéines synthétisées à partir de cet ARN vaccinal sont erronées et du coup, on ne produit pas l'effet escompté. Non, pas la totalité. Ça veut dire le décalage de phase, c'est à peu près, il arrive, selon l'étude, après 8 à 10% en fait des peptides qui sont synthétisés. Donc c'est on énorme, synthétise, mais bien sûr. Mais ça veut dire qu'effectivement, le vaccin, du moins le peptide auquel est destinée la transcription et la traduction de sa ARN d'origine, on l'a. Mais à côté, on a un certain nombre de peptides qui sont à protéines aberrantes, de peptides aberrants qui ne correspondent en rien aux peptides qu'on voulait synthétiser pour l'effet de la vaccination. Et dans cette étude, non seulement ils montrent qu'il y a ces séquences qui sont synthétisées, donc ces peptides aberrants qui sont synthétisés. Ensuite, ils ont transfecté ces ARN dans les cellules de lignée humaine, les cellules HeLa, qui ont produit également ces protéines aberrantes, ces peptides aberrants. Puis ensuite, ils ont vacciné des souris avec donc, le vaccin Pfizer. Et ils ont montré que les souris vaccinées avec le vaccin Pfizer, quand on leur présentait en fait des séquences d'un ARN AstraZeneca ou d'autres vaccins, ils ne réagissaient pas. Mais quand on leur présentait des peptides avec des erreurs de lecture, ça veut dire un décalage de phase, ben, ces souris, les leucocytes de ces souris réagissaient. Ça veut dire synthétiser des interférons gamma et dont étaient réactives. Et ensuite, ils ont poussé l'étude jusqu'à faire l'essai sur 19 patients qui ont été vaccinés par AstraZeneca et 21 patients injectés par Pfizer, n'est-ce pas? Et ils ont fait des ELISpots, ça veut dire fait réagir les leucocytes issus du sang de ces patients-là, d'accord, face aux séquences peptidiques aberrantes générées par Pfizer, tu vois, et seuls ceux
injectés, qui ont été vaccinés par Pfizer ont réagi. Alors ceux qui ont été injectés par AstraZeneca ne réagissaient pas, ne synthétisaient pas d'interféron gamma, ce qui laisse envisager qu'on a eu une vaccination chez ces patients-là et qu'on a vacciné non seulement contre la protéine spike du vaccin, mais contre différents peptides aberrants sur lesquels on ne sait rien. Et vous me disiez tout à l'heure, c'est une technologie qui a reçu le prix Nobel en physiologie. Ben, justement, c'est que ce qui est assez embêtant, c'est que cette année, d'accord, les prix Nobel de physiologie 2020 ont été attribués à, excusez-moi, le docteur Katalin Karikó et l'américain Wiseman, qui sont les co-découvreurs, ou qui ont co-mis au point ce fameux ARN Pfizer modifié avec ce nucléotide modifié qui est la 1-méthylpseudoïridine, qui actuellement produit ces effets de décalage de phase et de production de protéines aberrantes dans ces vaccins-là, voilà. Lors d'une deuxième interview, professeur Raoult a parlé d'une autre étude. Ce qu'a dit Pfizer, c'est qu'il n'y avait quasiment qu'un ARN manipulé, dont je vous reparlerai, et qu'il n'y avait pas d'ADN. Or, il y a une quantité d'ADN dans ces vaccins qui est considérable. Et nous, on l'a mesuré aussi. La quantité est énorme. Qui parle de la présence de fragments d'ADN dans certains vaccins comme Pfizer, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous en dire? La position de ce docteur Raoult en disant qu'en fait, qu'il avait lui-même effectué des dosages ou du moins des analyses sur la composition des vaccins Pfizer et qu'il avait trouvé un montant incroyablement élevé d'ADN du virus, je ne parle pas d'ARN, mais d'ADN de la protéine spike, en fait fait écho à une alerte qu'avait fait l'administrateur général du service de santé publique de l'État de Floride, qui est un médecin militaire, qui fait partie d'un corps d'élite de la santé publique aux États-Unis, un organisme fédéral, qui a envoyé une lettre le 6 décembre au CDC américain et à la Food Drug Administration américain en demandant un moratoire sur l'utilisation des vaccins Pfizer et Moderna, en faisant valoir que selon un préprint qui a été publié fin octobre, qui est une étude d'une équipe canado-américaine qui ont montré qu'ils ont fait des analyses en MS, en spectrométrie de masse, sur les vaccins Pfizer et Moderna, et ils ont trouvé des quantités très importantes d'ADN plasmidique de la séquence produite par Pfizer et par Moderna dans les vaccins qui apparemment n'ont pas été purifiés correctement. Ça veut dire que... Ça, c'est normal? Non, normalement, justement, quand on vaccine avec des séquences ADN, qu'est-ce que font le protocole qui a été soumis à l'OMS et aux différents États, c'est qu'ils ont construit un plasmide chimérique, d'accord, notamment avec le promoteur d'un autre virus simien, le SV40, qui est très connu, on utilise majoritairement le promoteur Enhancer SV40, moi j'en ai fait aussi durant ma thèse, pour produire en fait, exprimer des plasmides dans les bactéries. C'est très commun, d'accord? Et derrière, on a mis la séquence justement de l'ARN à transcrire, à traduire, pardon, et à transcrire, pardon, en ARNM. Et donc, évidemment, on le fait transcrire par Escherichia coli, qui est la bactérie, puis ensuite, on prend l'ARNM, on le purifie, et là, on s'en sert pour vacciner. Parce qu'on vaccine avec l'ARN, c'est ce qui a été prévu. On ne devrait pas trouver de séquences plasmidiques ou des séquences d'ADN de base qui a été utilisée. Or, on retrouve des quantités très importantes dans cette étude et qui disent que ça a été extrêmement mal purifié, d'où a rebondi, c'est sur cela qu'a rebondi le professeur Raoult, d'accord? Parce que le surveillant général suisse à cette étude dit qu'effectivement, à partir du moment où on retrouve des quantités très importantes d'ADN plasmidique qui normalement étaient issues pour la synthèse et la transcription des ARN, mais qui ne devraient plus être là, puisqu'on devrait s'en débarrasser, là pose un problème, parce que les nanoparticules lipidiques qui sont chargées d'encapsuler l'ARNM et de le faire passer la barrière, c'est les membranes des cellules humaines, quand on a vacciné, ben, peuvent servir tout autant à encapsuler l'ADN et de l'injecter carrément dans nos cellules. Et au virus de nos cellules, au lieu d'avoir de l'ARN, ils ont de l'ADN. Or, l'intégration d'ADN viral dans des cellules humaines, il y a pas mal de virus, on connaît le mécanisme, conduit dans certains cas à l'obtention de leucémie, de lymphome, de cancer. C'est un mécanisme qu'on connaît très bien, par exemple, c'est un nombre de virus, par exemple le virus d'Epstein-Barr ou le virus de l'hépatite B, ou encore le SV40, le virus simiès, le HTLV, il y en a énormément de virus qui produisent des cancers parce qu'ils introduisent une partie de matériel génétique dans un endroit d'un chromosome où ils provoquent la translocation de ce chromosome
ou alors il s'insère dans une mauvaise séquence et on produit un proto-oncogène qui va donner un cancer. C'est un mécanisme qui est connu. D'accord? De là à dire qu'effectivement l'un produit l'autre, je ne m'aventurerai pas. Mais il y a une suspicion suffisante et des preuves suffisantes que cet ADN-là puisse être intégré, ou du moins être mis en proximité de cellules humaines avec l'ARN. Une autre étude italienne, qui est aussi très intéressante, dont le professeur Henri-Code a parlé, et qui disait que tout simplement, qui a été publiée dans The European Review for Medical and Pharmacological Science, le 27 décembre 2023, qui montre qu'effectivement, il y a plusieurs études d'autres qui ont montré que dans certains patients avaient développé ce qu'on appelle des Covid longs, et qui avaient des symptômes plusieurs mois après leur infection et après leur rémission, alors qu'ils étaient négatifs en PCR, mais avaient toujours les symptômes. Et plusieurs théories ont été soulevées, notamment dans ce papier, pour expliquer ce phénomène. La première étant que peut-être qu'on avait un croisement entre les séquences vaccinales avec des protéines existantes et que du coup, on avait vacciné la similitude entre les deux séquences, peut-être qu'on avait provoqué des réactions auto-immunes sur une protéine qui était synthétisée naturellement par notre corps, d'où la réaction qui s'emballait et continuait des mois et des mois après. La seconde possibilité, c'est qu'il y avait en fait une population réservoir de cellules qui internait ces particules virales et permettait comme un réacteur les produisait au fur et à mesure. Et la troisième possibilité, qu'il y a eu intégration. Donc justement, on rebondit sur l'autre intégration, c'est une des possibilités de l'ADN viral suite à l'injonction d'ARN. Ça pourrait coller avec justement le fait qu'on a des ADN plasmidés en grande quantité dans ces vaccins-là. Et pour ce faire, ils ont fait par LCMS, ils ont quantifié la quantité en fait de ces peptides, le peptide vaccinal et le peptide de la protéine spike chez les patients atteints de Covid. D'accord, soit 81 patients, et ils ont retrouvé des cas où effectivement ils retrouvaient la présence en fait de la séquence peptidique du vaccin Pfizer et de la séquence peptidique Spike sauvage dans les patients plus de 2 mois et demi après qu'il n'ait plus de leur infection et qu'il n'ait plus de symptômes. Et donc ce qui montre l'inefficacité du vaccin. Ce n'est pas une question d'inefficacité, ça veut dire que normalement, d'après le storyboard, pas le storyboard, le cahier des charges qui a été donné à l'OMS et aux différents organismes, c'est que normalement, le vaccin ARNM, du moins codant pour la protéine Spike, devait rester aux alentours en fait, du site d'injection, ne devait pas migrer dans le sang déjà et d'une, et secondo, ne pas perdurer que quelques semaines, 2 à 3 semaines sur le site d'injection. Là, on se retrouve avec des protéines plusieurs mois après et qui sont apparemment présentes en continu, alors qu'elles n'avaient rien à y faire. Et dans cette étude-là italienne, ils ont fait un pré-essai où ils ont vu si on retrouvait de l'ADN grâce à avec une PCR et ensuite un séquencing sanguin pour s'assurer. Si on retrouvait effectivement de l'ADN de la protéine Spike vaccinale, de l'ADN de la séquence Spike vaccinale et de la séquence originelle chez ces patients-là, et ils ont eu des cas positifs où effectivement on a trouvé la séquence du vaccin Pfizer de la Spike qui est intégrée dans le génome humain. C'est effectivement des préliminaires, c'est juste des études préliminaires donc ils ne sont pas mouillés, mais ils donnent un début d'évidence.